Bonsoir, je vais vous présenter l'utilisation des courbillons dans le diagnostic des rickéttioses. Donc les courbillons a été utilisé dans le diagnostic des maladies infectieuses déjà dans les années 1970 et au départ ça a été utilisé pour le diagnostic des pyodermites et aussi étudier la flore bactérienne cutanée. Donc au fur et à mesure, les résultats n'étaient pas concordants avec les résultats de prélèvements profonds et aussi des biopsies cutanées. Et à l'heure actuelle, on utilise moins les courbillons cutanés dans ce cadre et c'est plus recommandé les prélèvements profonds et les biopsies cutanées. En revanche, les courbillons cutanés sont utilisés dans des recherches ciblées au niveau d'étiologie bactérienne, virale et fongique. Vous voyez dans cette diapo les dernières recherches qui sont réalisées sur l'utilisation des courbillons cutanés dans les maladies infectieuses. Donc, concernant les rickéttioses, qui sont des bactéries gram-négatives colorées par chimimètre et transmises par des arthropodes, comme par exemple les tiques, les puces, les fous et les mites. Donc, dans les autres des rickettsia, on a trois familles, et dans la famille des rickettsia, on a deux genres, Rickettsia et Aurantia, et les bactéries de groupe coutonneux de genre Rickettsia et aussi Aurantia tsugamushi, la genre plus de Bruxelles, sont des agents qui donnent des escarres cutanées, qui est un des signes pathognomiques dans les rickéttioses. Et dans ce cadre, donc, pour les diagnostics de rickéttiose, la sérologie il reste la méthode de référence. L'inconvénient de ces techniques, c'est qu'on a des grosses réactions entre les antigènes de groupe coutonneux ou entre les antigènes de groupe typhus. Et pour discriminer l'agent infection, on doit réaliser un Western blot ou avec absorption croisée, qui est une technique coûteuse qui est réalisée dans le laboratoire de référence. Avec l'apparition des outils moléculaires, on a pu mieux caractériser les rickettsis et il y a de nouvelles espèces et de nouvelles maladies, de nouvelles rickettoses qui ont pu être décrites. Et l'échantillon qui est la clé pour ce diagnostic, il reste la biopsie cutanée. Il faut savoir que la biopsie cutanée est réalisée dans des conditions stériles, il faut réaliser dans des blocs modératoires, donc c'est difficile à réaliser dans d'autres conditions. Et pour améliorer le diagnostic, donc nous on s'est proposé comme objectif d'étudier l'utilité des scars, des courbillons des scars cutanés sur un animal, sur un modèle animal et aussi en condition de terrain. Donc, comme on regarde dans la littérature, déjà en 2006, on retrouve un case report sur un petit de 7 ans qui présentait un escarre cutané au niveau du front. Et les médecins ils ont pris une photo de cet escarre cutané et ils ont analysé la PCR, ils ont trouvé une PCR positive à Aurantia tsugamushi et à l'époque la sérologie était négative. Donc le petit a été traité par un traitement pharmacoloïde et par la suite, à 7 jours après le traitement antibiotique, une nouvelle goutte s'est formée et ils ont testé cette nouvelle goutte en PCR et ils ont trouvé toujours un résultat positif. Donc la même équipe coréenne, ils ont pris ce résultat, ils ont réalisé une étude prospective multicentrique et ils ont comparé le résultat avec le gold standard, avec la sérologie. Ils ont inclus 135 patients avec escarre ou vache maculeux, associés avec deux symptômes, ici. Et sur cette étude, ils ont trouvé une sensibilité de 82% avec une spécificité de 100%. Et donc ils ont pris plutôt la croûte des scars cutanés et dans le cas qu'ils ne pouvaient pas prendre la croûte, ils ont utilisé les courbillons de ces escarres cutanés. Ils ont regardé après le traitement, une semaine après le traitement, ils ont trouvé 92% des personnes qui étaient positives. Et à 2 semaines d'intervalle, ils n'avaient que 7 personnes qui étaient initialement positives en PCR, ils ont trouvé 80% des résultats positifs. Donc si on regarde pour les agents du groupe boutonneux,
Donc une étude est sortie en 2009 où ils ont diagnostiqué 3 cas d'infection à Rickettsia australis et un cas d'infection à Rickettsia africae sur l'éclosion des scares cutanées et aussi des vésicules. Donc nous, au départ, on a testé sur un modèle animal, sur cobaye. Donc on a pris des hémoglobines de 10 puissance 5 des différents Rickettsia, vous voyez ici, et on a inoculé dans le cobaye. On a étudié la formation des scares cutanées et les résultats des éclosions réalisées jusqu'à la cicatrisation de ces scares. Et on a retrouvé que les PCR positives pour les Rickettsia gonori, Rickettsia jusqu'à 20 jours post-infection, et pour les Rickettsia africae, Rickettsia tsugamushi et Rickettsia parkeri jusqu'à 13 jours post-infection. Donc on a regardé quelle était la meilleure température pour envoyer pour le transport de ces échantillons. Et comme vous voyez, on a retrouvé des bons résultats, des résultats pareils à différentes températures et des bons résultats à +4. Et aussi, on a vu que même l'échantillon, après 72 heures qui a été réalisé, on avait les mêmes résultats par rapport au premier jour. Donc avec ces résultats, chaque fois que le CNR était contacté pour des conseils de prélèvement dans le cas de rickettsiose, on conseillait de réaliser l'éclosion cutanée plus moins avec une biopsie cutanée. Et sur ce tableau, vous voyez les rickettsioses qu'on a pu identifier avec ce système. Donc on a Rickettsia gonori, donc la jambe d'inférobuteuse méditerranéenne, Rickettsia sibirica mongolite-monaillée, la jambe de la rickettsiose associée à l'enfantite, Rickettsia africae, la jambe de la fièvre africaine, Rickettsia suraca, la jambe de Stendhal, et aussi Rickettsia australis. Donc par la suite, on a réalisé une étude prospective en Algérie. Pour vous montrer la vidéo sur l'éclosionage. Et dans cette étude, on a réalisé 39 patients avec des signes cliniques, des scares cutanées associés à une vache macropatologie généralisée. Donc vous voyez les signes cliniques de ces patients qui sont classiques, et dans ce tableau vous voyez la répartition des escarres cutanées chez ces patients, et parfois on a des escarres cutanées dans des régions qui sont très sensibles et difficiles, par exemple à la biopsie. Donc au départ on a testé 4 éclosions pour les mêmes patients, 4 éclosions cutanées et 4 biopsies cutanées, donc on a obtenu le même résultat. Et c'est vrai que les médecins d'Algérie, quand ils ont reçu ces résultats, par la suite ils n'ont plus voulu faire des biopsies cutanées, donc ils ont fait des éclosionnages. Et sur ces éclosions, vous voyez, on a pu retrouver l'infection de Rickettsia, et plus exactement Rickettsia gonori, dans 64%. Donc on s'est posé la question pourquoi on ne détectait pas les autres personnes, et quand on a regardé la taille d'actine dans les échantillons d'éclosion cutanée, on voit que l'actine était plus faible dans les échantillons qui étaient négatifs pour Rickettsia, ce qui ça explique que l'éclosionage, la technique d'éclosionage est très importante. Il faut vraiment bien éclosionner pour avoir du matériel, pour par la suite avoir de bons résultats, sinon on va avoir des faux positifs. On a réalisé un questionnaire pour avoir l'avis des patients et aussi des médecins concernant l'utilisation des éclosions et aussi de la biopsie cutanée. Et comme vous voyez, et les patients et les médecins sont plus favorables pour l'utilisation des éclosions des scares par rapport à la biopsie cutanée. En utilisant l'éclosion cutanée, on a pu décrire une rickettsiose qui n'était pas connue en Égypte, c'est Rickettsia sibirica mongolite-monaillée. Donc un patient qui a été vu en consultation au retour d'Égypte. Donc la même chose, ils nous ont contactés, on les a conseillés de réaliser au départ une éclosion cutanée et la biopsie cutanée, qui s'est révélé les deux positives, et on a pu aussi utiliser la batterie sur la biopsie cutanée.
Donc cette technique nous a permis de décrire un cluster des fièvres boutonneuses et l'écouvillonnage dans ce cadre a été réalisé même chez la patiente à domicile. Donc comme c'est une technique facile à réaliser, donc on peut la réaliser sur le terrain. On a réalisé une étude sur les rickettsioses au retour les voyageurs au retour de l'Afrique subsaharienne, où on sait que dans 99% des cas, c'est Rickettsia africae. Et dans cette étude, on a inclus 5 patients et 4 de ces patients étaient positifs sur les courbures cutanées en Rickettsia africae. Et parmi ces 4 patients, il y a 3 patients que la sérologie était négative. Donc ce tableau, vous voyez les derniers cas qu'on a recensés dans notre laboratoire, où on a pu identifier l'espèce de Rickettsia en utilisant l'écoution d'escar. Et ceux qui s'assurent dans ce tableau, comme vous voyez, c'est vrai qu'au niveau de la sérologie, tous ces patients sont négatifs. On a une séroconversion pour certains, et pour certains, on peut avoir encore la sérologie qui est négative avec le même intervalle. Comme c'est une technique simple à utiliser, on a mis en place une étude sur l'escar cutané dans différents villages du Sénégal, et en utilisant l'écouillon cutané, on a pu décrire la primo-infection du Rickettsia felis, qui est un agent émergent. C'était une petite fille de 8 mois qui présentait différentes lésions cutanées. Vous voyez des vésicules, des pustules, des ulcères. On a pu trouver l'ADN Rickettsia felis dans une écouillon cutanée. Donc par la suite, vous voyez ici les résultats préliminaires de ces études, et c'est toujours en cours de réalisation. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, que l'écouillon cutané, c'est une technique facile à utiliser, les écouillons doivent être envoyés à 4 degrés et on peut les tester déjà à 3 jours d'intervalle. C'est une technique qui a la même sensibilité comme les biopsies cutanées. Ici, sur ce tableau, vous voyez les résultats sur les biopsies cutanées pour différentes espèces de Rickettsia. Et pour avoir des bons résultats, il faut bien réaliser l'écouvillonnage. Et c'est une technique qui peut être utilisée sur le terrain, chez les patients et même dans les cabinets. Merci.